Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire du mois de janvier. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait longtemps, les fêtes sont passées. J'espère que vous avez tous passé de super fêtes en famille. Évidemment différentes cette année, hein, on a dû faire ça en beaucoup plus petits groupes, mais je crois qu'on a dû tous s'y mettre, aussi bien mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, aussi bien Tom, Marcel et Eva ont pu faire comme nous, hein. Nous n'avons pas été seuls à devoir faire ça en petit comité. Voilà, ça aurait été une année un peu spéciale. On va tous prier pour que 2021 soit une meilleure année. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire pire. Ça va être difficile. Ok. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, aujourd'hui, ça va vraiment être cool. Ok, on va partir dans le sud de la Floride. L'itinéraire que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un itinéraire que j'ai spécialement conçu pour les clients qui ne sont pas fans des parcs d'attractions. Okay. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent des itinéraires en me disant qu'ils ont des familles qui ne sont pas fans des parcs d'attractions, qui ne veulent pas faire les parcs, ça ne les intéresse pas. Du coup, j'ai mis en place un petit itinéraire qui reprend les points forts du sud de la Floride sans passer par les parcs d'attractions. Okay. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le rajouter si un client le demande. Évidemment, ça devient du à la carte, on fait ce qu'on veut. Mais au moins, vous allez avoir un itinéraire de base que vous allez pouvoir proposer au client et qui va reprendre les points principaux de la Floride. Donc, on a bien fait le son, le test, on est bon. Oui, laissez-moi aussi, j'oubliais, vous voyez, c'est parce que certains d'entre vous, je les ai régulièrement, donc du coup, j'en oublie les politesses. Super bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Aussi à nos partenaires. Tom, Yvan, Marcel, Happy New Year to you. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, on va vraiment, vous allez voir, on va vraiment partir. Je vais faire, hop, voilà. On va vraiment partir dans le sud de la Floride aujourd'hui. Cool. On va vraiment se focaliser sur tout ce qui est plage, sur les belles vues, sur le, eh ben, je n'oublie mes mots, sur tout ce qui est paysage, nature, ok. Donc on va être loin de la Floride des parcs d'attractions qu'on a l'habitude de connaître, et on va se plonger sur les superbes plages de Floride. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous Tom Maeo qui représente Miami. Bonjour Tom, merci d'être venu. Alors, Tom, lui, représente Miami en France. Donc, il nous fera une petite présentation en français. Vous allez voir. Donc, aujourd'hui, ce qui va être sympa, c'est qu'on va un petit peu mixer les deux. On va faire du français et de l'anglais. Yvan and Marcel will do it in English. Ils le feront en anglais. Oui. Et moi et Tom, nous ferons ça nous ferons ça en français. Comme ça, on aura un petit mix. Et ça nous permettra, avec Marcel et Eva et l'anglais, de nous replonger un petit peu dans cette atmosphère floride USA qui va vraiment tous nous faire du bien et qui va vraiment nous aider à nous changer les idées. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite chose aussi qu'on met en test cette fois-ci. Alors, avec Yva de Simpit, elle nous a proposé de faire une petite chasse au trésor. Donc, vous allez voir, sa présentation va être faite sous forme d'une chasse au trésor. Donc, vous allez avoir des informations. Elle va vous présenter Simply Clearwater. Il faudra vraiment bien écouter parce que dedans, vous allez avoir les réponses aux questions. OK. Pour être sûr de ne pas vous déballer toutes les informations d'un coup, on va le faire petit à petit. Donc, il y aura 4 questions dans lesquelles il faudra au fur et à mesure repérer les mots, écrire sur un petit bout de papier à côté de vous où vous voulez les lettres du mot de passe qui ouvrira le coffre. Ah, je fais entrer ici. Qui vous permettra d'ouvrir le coffre au trésor. Et dès que vous aurez les 4 lettres pour ouvrir, il faudra le plus rapidement possible noter la bonne réponse dans le chat. Et je prendrai les 3 meilleurs et les 3 plus rapides qui gagneront un cadeau qui nous est proposé par Simply Clearwater. Donc vous voyez, on commence bien l'année, hein, relax, sous le soleil, sous les tropiques, avec en plus des cadeaux. Eh bien, on est parti. On va d'abord se faire une petite introduction
à la Floride. Alors, petite chose que je vois que j'ai oublié de faire en partageant mon écran, c'est de partager l'audio avec. Donc, je vais inclure l'audio. Voilà. Et on va partir sur une petite vidéo d'introduction de la Floride. C'est parti. Voilà, que vous avez pu voir une petite introduction, ça donne vraiment envie. Comme vous voyez, la Floride, il n'y a pas que les parcs d'attractions, on n'a pas que ça. Il y a beaucoup de nature, pas mal de plages, pas mal de possibilités de moments en famille. C'est vraiment une destination qui est ouverte à tous vos types de clients. Aussi bien les jeunes, les plus âgés, les couples, les familles. C'est vraiment un État qui est ouvert à une multitude de possibilités. Alors évidemment, la Floride a proposé à vos clients, il faut savoir qu'il y a deux grosses saisons en Floride. Vous avez d'abord la partie où il fait agréable de visiter, où il fait bon, où on est en dehors de la période des ouragans, donc qui va en règle générale partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Là, on arrive vraiment en haute saison en Floride, il fait bon, il fait agréable pour visiter, c'est le meilleur moment. Et alors, vous avez l'autre partie, à partir de mai jusqu'à fin octobre, où là, vous arrivez de la période des ouragans. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que quand vos clients vont y aller, ils vont tomber sur un ouragan, mais ça veut dire que c'est la période la plus propice pour avoir un ouragan. Ok. Il faut que les gens soient conscients, parce qu'une fois qu'on tombe sur un ouragan, ça devient vite, entre guillemets, problématique. Suivant la force de l'ouragan, il y a des années où on a dû évacuer les Keys. Donc évacuer les quilles, ça ne se fait pas en 3 minutes. Okay. Et du coup, c'est tout un itinéraire pour vos clients qui est chamboulé et qu'il faut remettre sur place. Donc quand vos clients partent en Floride pendant la période des ouragans, il faut vraiment bien leur préciser et vraiment bien leur dire ce qui risque, entre guillemets, et ce à quoi ils doivent s'attendre si jamais ils partent pendant cette période-là. Okay. Je l'ai fait une année, pour ne rien vous cacher, j'ai fait une fois au Disney World au mois de juillet pour tester. Déjà parce que c'était avec le petit, au niveau des congés, j'ai pas trop le choix. Donc je me suis dit, bon, je vais le tester. Franchement, je crois que je ne le referai plus. Il faisait chaud à mourir et dans les parcs, il faisait tellement chaud que il y a même un jour où j'ai dû dire on rentre à l'hôtel pour aller dans la piscine parce que je ne saurais plus. Donc toute cette période-là aussi est fort chaude, fort humide. On est dans un état assez marécageux, donc beaucoup d'humidité et quand il y fait trop chaud et quand il fait fort chaud, il y a des fois où c'est pas évident d'arriver à rester dans cette chaleur. Ok. Alors, pour vous montrer, donc ici une carte de la Floride. La partie qui va nous intéresser, ça va être le sud, ok, après Orlando. On va voir aujourd'hui et on va découvrir ensemble Miami. Après Miami, on descendra vraiment dans la pointe de la Floride et on ira se balader dans les Keys et Key West avec Marcel. Et on remontera le long de la côte du golfe du Mexique. Je vous parlerai un petit peu des Everglades et de Naples et on terminera notre visite par Clearwater, St. Pete, okay, qui est ici au-dessus. Donc c'est un itinéraire qui va faire une entrée Miami et qui va faire une sortie Tampa, okay, qui ne fera pas du tout Orlando, puisque le but ici est vraiment de découvrir une autre facette de la Floride que les parcs d'attractions.
Alors, dans les lieux incontournables en Floride, j'en ai repris quelques-uns, ok, dont vous allez voir, on va le découvrir avec Tom. On va voir le district Art Deco à Miami Beach, qui est vraiment superbe, un endroit vraiment à découvrir. On va avoir les Everglades, ok. Le nouveau Dali Museum qui a ouvert du côté de Simply Clearwater, Ivan nous en parlera tout à l'heure. Il y a la fameuse partie où on peut aller nager avec les lamantins sur Crystal River. Le fameux Castillo de San Marco National Monument, qui est aussi un endroit assez incroyable à découvrir. Là, pour les amoureux de la plongée, il y a le fameux endroit avec la statue du Christ, qui est appelé statue Christ of the Deep, à Key Largo. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Marcel. On a la fameuse bouée, ça on le verra aussi avec Marcel, qui est le point le plus au sud des Keys, okay, qui est un endroit aussi à découvrir quand vous allez sur Key West. On a le Winewood Walls à Miami, Mallory Square sur Key West, où on fait le Sunset Celebration. Je vous parlerai du Theatre of the Sea, qui est un endroit assez incroyable, peu connu du marché chez nous, et qui est vraiment un endroit superbe. On parlera également de Tarpon Springs avec Simply Clearwater, qui est un endroit que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvert. Vous allez voir, c'est vraiment un village grec, en fait, c'est vraiment ça. Et moi, perso, je connais Tarpon Springs parce que j'ai eu pas mal de connaissances du côté de Kalymnos, en Grèce. Et il y a énormément de Kalymniotes qui habitent à Tarpon Springs, puisque Kalymnos, pour ceux qui le savent, c'est l'île aux éponges et aux plongeurs d'éponges. Et c'est une des spécificités de Tarpon Springs aussi. Donc, on verra ça tout à l'heure. On verra évidemment les plages de Simply Clearwater. Pas loin, pour ceux qui ont envie, il y aura le Busch Garden Tampa, mais on n'en parlera pas ici, j'en ai déjà parlé dans une autre présentation. Et alors, aussi niveau golfe du Mexique, on aura les plages de Sanibel et Captive Island. Niveau de l'itinéraire que je vous propose et pour lequel vous recevrez un lien après la présentation, vous allez voir, c'est un itinéraire que j'ai mis sur pied, qui fait 10 jours, 8 nuits, vraiment classique, où on peut vraiment rajouter des nuitées en fonction des desiderata de vos clients et en fonction des différentes choses que nos partenaires vont nous présenter aujourd'hui. Donc, ce qu'on a prévu, c'est le premier jour, de toute façon, vol Miami. Ensuite, on va avoir 2 jours complets à Miami pour découvrir Miami. Le jour 4, on descend sur Key West avec un arrêt en route dans les Keys et avec une excursion au Theatre of the Sea pour aller nager avec les dauphins. On a un jour complet sur Key West. Ensuite, on remonte Key West, Everglades pour terminer à Naples pour aller pouvoir découvrir les Everglades et faire le fameux Airboat Tour. Je vous en parlerai aussi, vous allez voir, il y a 2 chemins pour visiter les Everglades, où vous devez vraiment être conscient et le proposer à vos clients, parce qu'il y en a une où c'est l'Interstate, ça n'a aucun intérêt, et l'autre où c'est la Tamiami Trace qui traverse les Everglades de part en part, et c'est là où vous allez pouvoir vous arrêter pour aller faire le Airboat Tour. Ensuite, on va remonter Naples, ça va vraiment être une nuitée de stop entre le trajet, ok, pour terminer notre séjour à Simply Clearwater, pour vraiment profiter des plages et terminer notre séjour tranquillement. Et après, on ira remettre la voiture à Tampa et voilà retour sur Bruxelles. Niveau des vols, j'en parle aussi actuellement. Donc, niveau des vols, ce qui est toujours en train de se dessiner, ce qui était valable pour avant le Covid et qui sera valable aussi après le Covid. Au départ de Bruxelles, on aura des vols United et Delta, ok, avec des stops que ce soit United ou Delta. Alors United, on n'a pas de vol direct, ok. On aura des vols avec un stop. Alors avec United, on aura un vol via soit Newark, Chicago ou Washington. Et avec Delta, on aura des vols via JFK ou Atlanta. Ok, alors la petite chose qui devrait arriver en fonction de l'année, là aussi je vous en parlerai dans des prochains webinaires parce que c'est en train de se mettre en place, mais j'en avais déjà également parlé aussi précédemment, c'est qu'actuellement on va avoir le dédouanement à l'aéroport de Bruxelles. Ok, les accords ont été signés entre les États-Unis et la Belgique pour faire le dédouanement, ce qui veut dire qu'en règle générale, vos clients n'auront plus à devoir dédouaner les bagages aux États-Unis. On pourra le faire directement à l'aéroport de Bruxelles. Okay, on va être le 2e aéroport d'Europe à proposer ce service. Le premier était bien entendu Dublin.
qui a été vraiment le premier à proposer avec Aer Lingus leur vol et le dédouanement. Ça apporte évidemment énormément de business supplémentaire, puisque beaucoup de clients sont bien souvent arrêtés par le fait qu'il faut dédouaner aux États-Unis, qu'il va falloir parler l'anglais avec le douanier, et beaucoup de nos francophones sont un petit peu réticents à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va avoir. En principe, d'après les discussions qu'on a pour le moment, ça devrait être mis en place pour la saison 2021, donc pour l'été 2021. Mais voilà, les infos vont venir au fur et à mesure et je ne manquerai pas de revenir avec vous avec ces infos-là pour que vous en sachiez un petit peu plus sur la manière de fonctionner. Je fais aussi un bref incursion de ce qui va se passer pour le Covid. Ok. Donc, vous savez tous, actuellement, le travel ban est toujours effectif aux États-Unis. Je vois passer depuis quelques jours sur différents groupes et sur Facebook comme de quoi à partir du 23 ou 26 janvier, je pense, on pourra avec un test PCR négatif entrer sur le territoire américain. Sachez que ces informations-là ne sont pas valables pour les touristes qui ont un ESTA. Cette information-là va être valable pour les Américains, business ou ce genre de choses qui doivent se rendre absolument aux États-Unis, mais ne sera pas valable pour nos clients, pour l'ESTA. Okay. Actuellement, ce qui est en discussion, c'est une réouverture des frontières vers avril-mai. Donc, pour l'instant, continuez à vendre du rêve à vos clients, proposez-leur la destination, mais niveau des dates de départ, ne proposez rien avant le mois de juillet. Vers fin juin, début juillet, vous pouvez commencer. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pense que vraiment la date d'ouverture des frontières vont dépendre d'une chose, de Biden qui a vraiment envie de les ouvrir plus tôt, mais ça va dépendre du gouvernement qui va réussir à avoir. Et la deuxième chose, ça va être la rapidité à laquelle on va réussir à vacciner dans les différents pays. Ça va être les deux points clés qui vont vraiment nous permettre d'avoir une date un petit peu plus précise de ce qui va se passer pour la réouverture et de ce qu'on va pouvoir faire. OK. Ce qui se discute également actuellement, c'est très certainement qu'il va falloir être vacciné pour entrer sur le territoire américain. Mais bon, tout ça, c'est toujours en discussion. On attend les confirmations du gouvernement, mais au moins, vous savez un petit peu vers quoi on part et ce vers quoi vous pouvez diriger vos clients pour les prochaines ventes. OK. L'ESTA aussi, ce qui a été discuté, c'est qu'il y aurait certainement une augmentation du prix de l'ESTA. Il devrait passer de 14 à 21 dollars. Mais tout ça, on attend également les confirmations du gouvernement. Mais au moins, vous êtes au courant que c'est quelque chose qui va pouvoir arriver et qui est en train d'être mis sur place. Alors voilà, on va directement commencer la première étape de notre voyage qui va être Miami. Donc, avant de vous laisser entre les mains de notre ami Tom, il y a juste un logement auquel je voulais vous parler, qui est le logement que j'ai mis dans l'itinéraire, qui est le 1818 Meridian House, qui est un logement que j'ai découvert ici la dernière fois que j'étais à Miami, qui est un endroit super. Ce n'est ni un hôtel, ni un appartement, si vous voulez. C'est vraiment mis, comme vous voyez dans la petite photo en bas à gauche, une sorte de condominium, comme ça, si vous voulez, avec des petits logements. Et donc, il a mis sur la partie Miami Beach. Il est à 5-10 minutes de marche de la plage. Donc, il est vraiment très bien mis, très central. Il est vraiment à 2 encablures de Walgreens pour aller faire des courses et faire des achats. La photo de la chambre que vous voyez sur la droite, c'est vraiment la chambre que j'ai eue quand j'y étais. C'était immense, c'était super bien fait, c'était propre. C'est un endroit vraiment que je recommande maintenant sur Miami. Et la photo que vous voyez en bas, au milieu, c'est vraiment le genre d'agencement qu'on retrouve dans ce genre de logement-là. On peut y accueillir, moi j'avais une 4 personnes, je crois que même la chambre que j'avais pouvait aller jusqu'à 6 parce qu'il y avait le divan-lit qui pouvait faire office de lit, donc on pouvait aller jusqu'à 6 personnes et ils ont quelques commodités qui peuvent accueillir plusieurs personnes. Donc c'est vraiment top. Maintenant ça fonctionne un petit peu comme une maison si vous voulez, donc il n'y a pas d'endroit pour le petit déjeuner, mais comme je vous disais tout à l'heure, à l'autre encablure de rue, vous avez Walgreens pour aller vous chercher le matin ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est vraiment l'hôtel que je vous recommande maintenant sur Miami. Pour le reste, je coupe ma partie pour le moment. Je vous laisse entre les mains de Tom, qui va nous faire découvrir Miami. Tom, c'est à toi. Je te remercie. Donc, je vais partager du coup mon écran.
que je vous partage la bonne présentation. Hop. Voilà, est-ce que ça apparaît bien pour tout le monde? Gérald, je te laisse me dire si... Écoute, pour moi, oui. Maintenant, on a juste la partie. On n'a pas la version diapo, hein. D'accord, ok. Donc, on a Alors, toutes les attends. slides sur le côté. Hop, diaporama, venir à partir du début. Est-ce que c'est bon maintenant? Non, on a toujours la présentation. Mince, parce que pour moi, donc moi je l'ai en grand écran. Alors attends. Ouais. À mon avis, dans l'onglet Partage, tu dois sélectionner le diaporama et pas le programme, à mon avis. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas. Hop. Une petite seconde. Ça m'avait déjà fait... tac, tac, tac. Une petite seconde. Normalement là, ça Ouais. devrait... Est-ce que maintenant nous sommes bons? Ouais. Très Maintenant, bien. on le voit. Bon, super. En tout cas, bah, merci Gérald pour cette petite introduction donc, sur la Floride et sur Miami. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, Tom, voilà, je suis représentant de la ville de Miami et du Greater Miami Convention and Visitor Bureau pour le marché à la fois en France et en Belgique. Donc, voilà, sur la partie francophone des deux marchés. J'interviens maintenant depuis 3 ans avec Gérald, que ce soit via Deltour ou via le Visit USA sur la Belgique pour plusieurs opérations de promotion. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un peu plus en profondeur de Miami. Miami, effectivement, comme dit dans le titre, qui n'est pas juste une plage. Souvent, c'est un peu l'amalgame que vont faire les personnes qui n'y s'y sont jamais rendues ou alors qui ont une idée un peu faussée de la destination, qui voient Miami comme, forcément, ma slide ne passe pas. Voilà. Comme une ville où il n'y a que Miami Beach. Donc sur la petite carte que vous voyez pour le moment à l'écran, où est désigné l'aéroport, vous avez tout cet indice de terre qui est sur le côté droit qui va être du coup la partie Miami Beach. Mais Miami, ça ne s'arrête pas à cette partie-là, puisque tout ce que vous voyez ici, ça fait partie aussi de Miami. Et il y a plein de choses à voir, et il y a plein de choses à faire sur cette partie-là également. Donc l'image qu'on pouvait avoir de Miami, qui est juste une ville où on va s'arrêter une journée pour faire de la plage, on va dormir une nuit, et qui va être, entre guillemets, notre point de chute. Hein. Miami, c'est un point de chute hein, quand on arrive de Belgique ou quand on arrive de France, voilà, avec l'aéroport international et les compagnies qui le desservent. Mais moi, je vais voilà, vous montrer qu'on va pouvoir y rester 2, 3, 4 jours sans pour autant faire que de la plage et que de l'art déco, puisqu'aussi Miami est connue comme la capitale mondiale du style art déco. Rapidement, comment on se déplace à Miami? Donc, premièrement, je reviens juste sur l'aéroport. L'aéroport, il est situé à une demi-heure en voiture ou en transport de la plage de Miami Beach. Là, vous allez vous retrouver quand même la plupart des établissements hôteliers de la ville. Hein. Donc, souvent, voilà, les voyageurs, quand ils arrivent à Miami, ils veulent quand même, s'ils ont connaissance qu'il y a plein de choses à faire sur la partie péninsulaire, ils savent quand même que sur la partie en bord de plage, Miami Beach, c'est là qu'ils vont vouloir dormir. Donc, rapidement, sur Miami, on a 2 lignes de métro. Voilà, une qui fait nord-sud, une qui fait est-ouest, donc c'est pas très compliqué, on va pas s'y perdre. Attention, le métro rail ne va pas jusqu'à Miami Beach. Il faudra sortir à downtown et ensuite prendre un autre moyen de transport pour pouvoir se rendre sur Miami Beach ou alors directement depuis l'aéroport, hein, soit le cab, voilà, soit un taxi, soit un Uber, etc. Tout ça, ça fonctionne très bien sur Miami. Et Miami, c'est une petite ville très concentrée, donc ça coûte pas très cher, les trajets sont pas très longs. Comme je vous dis, une petite demi-heure, on en a pour 25 $. Il suffit qu'on soit 2 ou 3 dans la voiture et puis là, c'est gagné. Sur Brickell, donc Brickell qui est, je vais vous montrer, sur cette partie-là de Miami, donc qui est la partie vraiment downtown. Là, on va voir tout le centre des affaires et les attractions touristiques culturelles de Miami. Vous avez le Metro Mover. Le Metro Mover, c'est super sympa. C'est un petit wagon sur rail en extérieur, donc aérien, qui passe entre les buildings et qui va passer en fait, qui va faire deux boucles sur l'intérieur de Miami Downtown. Voilà, c'est tout vitré, donc c'est à la fois une petite attraction pour les voyageurs, les enfants adorent, et c'est à la fois aussi une meilleure moyen de se déplacer dans Downtown. Faut savoir que c'est gratuit, hein, c'est vraiment on monte dedans et puis on descend à l'arrêt qu'on veut, et puis voilà, c'est une belle façon de se déplacer dans Downtown.
sur Miami Beach et à Wynwood, deux quartiers dont je vais vous parler un peu plus tard dans la présentation. À Miami Beach, vous avez le système de trolleys. C'est la petite photo que vous avez au milieu ici. Voilà, c'est ces petits minibus, on va dire, voilà, qui font environ 25 places, qui font un circuit. Donc, il y a 4 circuits de trolley dans Miami Beach. Pareil, c'est du stop and go. Ils s'arrêtent, vous montez dedans et c'est totalement gratuit. Même chose à Wynwood. Rapidement, Miami. Alors, Miami, donc, comme on l'a dit, c'est pas uniquement Miami Beach qui est le premier point qui vient se poser. Ça va être aussi Downtown, qui va avoir une qualité touristique. Wynwood, le quartier du street art que vous avez sûrement déjà vu à la télé ou vous avez sûrement déjà entendu parler, hein, très Instagrammable, très à la mode. On va revenir dessus. Coconut Grove, on ne reviendra pas dessus aujourd'hui parce que je ne vais pas avoir le temps de vous présenter, mais voilà, c'est une partie qui est en bord de mer, qui va être voilà, vraiment un quartier très résidentiel, un peu bobo bohème, très sympa. Coral Gables, je vais vous le présenter également, c'est un quartier plus européanisé, et qui garde certaines des fondations coloniales de Miami. Il faut savoir que Miami, les Portugais, les Français, les Espagnols, beaucoup de colonies sont passées par là et ils ont laissé un héritage. Little Havana et Little Haiti, là, le point fixe sur Little Haiti, on reviendra dessus, hein, sur ce principe où à Miami, bah, il y a effectivement des Américains natifs, mais il y a aussi beaucoup de Cubains, beaucoup d'Haïtiens. Ah, c'est une ville qui est très cosmopolite. Key Biscayne, qui est un peu le poumon vert, donc le côté très nature, cette petite deuxième presqu'île qui va être voilà, un parc naturel qu'on va pouvoir voir. Et enfin, les Everglades, qui sont à quelques encablures de Miami. Rapidement, donc on revient sur South Beach. Bien sûr, j'ai dit qu'il n'y avait pas que South Beach, mais quand même, on va pouvoir revenir dessus. Donc, icône de la ville, hein, forcément, c'est l'endroit où tout le monde veut, où on a la plupart des hôtels, et c'est surtout le quartier de l'Art déco. Alors, pourquoi Miami, on appelle ça la capitale de l'Art déco? Tiens, ça, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'en 1926, il y a un ouragan qui a ravagé la ville de Miami. Miami existe depuis 1880 à peu près, mais en 1926, un énorme ouragan ravage la ville et il faut reconstruire. Euh, à l'époque, dans les années 30, quel était le style architectural qui était très, très à la mode? C'était le style Art déco. Donc, comme vous pouvez voir sur les hôtels qui sont ici sur Ocean Drive, qui sont totalement dans ce style, voilà, très blanc, très épuré, sur quelques étages, pas plus. On est sur 2-3 étages, très symétriques, et c'est assez sympa. N'hésitez pas, si vous avez des clients qui sont sur place, à leur proposer de rentrer dans, même s'ils ne sont pas, par exemple, clients de l'hôtel, ou qu'il y a un bâtiment public, qu'ils n'hésitent pas à rentrer dans ces bâtiments-là, tout en restant respectueux, mais voilà, pour un peu s'imprégner de l'idée, de l'image, du style Art déco que pouvait l'être à l'époque. C'est des bâtiments, donc à Miami, on a plus de 800 bâtiments, hein, qui sont classés Art déco, auxquels on ne peut plus toucher. Enfin voilà, on ne pourra pas détruire, pourra pas détruire pour construire autre chose. Donc voilà, certains restent dans leur jus, certains sont rénovés, mais on garde cet esprit Art déco. Voilà rapidement quelques images, hein, qui sont représentatives de la destination de South Beach. Alors bien sûr, après South Beach, c'est aussi bien sûr la plage, les festivités. Attention, si vous avez des clients qui veulent loger sur Ocean Drive parce qu'ils l'ont vu à la télé, parce qu'ils en ont entendu parler, etc., parce que pour eux, c'est absolument l'endroit où il faut être. Il faut savoir que c'est assez bruyant dans la rue, que le soir, c'est festif. La plupart des chambres, des hôtels sont très bien insonorisés, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut savoir qu'à partir du moment où on est dans la rue, c'est un peu bruyant, etc. C'est un peu le prix du front de mer sur Ocean Drive, d'être en plein cœur de l'activité. N'hésitez pas, pour ceux qui voudraient être plus au calme, à leur proposer des hôtels qui vont être un peu en retrait, à un ou deux blocs, donc à peine 200 mètres de la plage, comme celui proposé par mon ami Gérald. Voilà, donc quelques images un peu iconiques, hein, de Miami Beach qui font toujours plaisir. Maintenant, je passe sur Downtown. Donc, je vous ai montré, voilà, on rentre sur la partie péninsulaire de Miami. Ça va être Downtown à Miami. Ça va être vraiment le cœur urbain de la ville, c'est-à-dire que ça ne va pas être juste un centre financier comme on peut avoir dans d'autres villes. Ça va être aussi c'est un centre de vie. La plupart c'est pas un quartier de la ville qui se lève à 6 heures du matin et qui se couche avec la fermeture de la bourse le soir. Vraiment, il y a des immeubles qui sont là, enfin voilà, qui sont résidentiels, donc on va avoir de la vie, on va avoir des restaurants, on va pouvoir se balader, on va avoir du shopping, notamment sur Bayside, que vous voyez la photo qui est complètement à votre droite, qui est une super promenade avec des petits restos au bord de l'Intercoastal, hein, ce petit bras de mer qui est entre Miami Beach et Miami péninsulaire. Et puis c'est aussi là où on va retrouver la plupart des musées de Miami. Vraiment, ils sont concentrés sur cette partie downtown
et Bayside, avec notamment, on va le voir juste après, l'un des plus réputés. Ici, voilà quelques photos un peu iconiques hein, de Bayside, avec bien sûr la croisière dans la baie, qui est toujours un carton, qui est un inconditionnel de la ville de Miami. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche aussi très bien sur Downtown, c'est de faire la ville soit à vélo, soit en Segway, soit en trottinette électrique, voilà, avec des moyens un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça fonctionne très bien. Et vous avez aussi une petite photo du Metro Mover, hein, quand je vous disais que ce moyen de transport passe vraiment entre les buildings et dans les buildings, bah, vous en avez la preuve juste au-dessus. C'est vraiment super sympa de se balader avec ce petit pour voir Miami d'en haut. Donc rapidement, voilà, Miami Downtown, hein, avec la petite partie Bayside, où on peut se balader, où il y a les petits marchés, les petits commerces, etc. Et puis la partie voilà, plus pas industrielle, mais moderne, de l'autre côté. L'un des musées les plus en vue aujourd'hui à Miami, hein, je vais rapidement passer sur celui-là, c'est le Patricia and Philip Ross Museum of Science. C'est le dernier musée en date. C'est un musée qui rend un peu honneur à tout ce que la mer a apporté en fait à Miami. Miami, ça a d'abord été un port de commerce, puis ensuite, avant de devenir une ville vraiment touristique, ça a été d'abord une base commerciale. Donc voilà, on a à la fois un aquarium en planétarium, comme vous pouvez voir sur la photo en haut. C'est vraiment super sympa. Toute la vie marine de Miami y est représentée. Et ça se fait très bien avec des enfants notamment. Je passe rapidement. Maintenant, on arrive à Wynwood. Wynwood, si vous regardez sur la carte, c'est juste au-dessus de Downtown. Donc, c'est à 10-15 minutes de Downtown, soit en transport en commun, soit en cab ou en Uber, comme je parlais précédemment, à une petite demi-heure de South Beach, parce qu'il faut le temps de retraverser les ponts, mais vraiment une petite demi-heure. Ici, on est dans le quartier du street art. On ne peut pas aujourd'hui passer à Miami sans aller à Wynwood, parce que c'est vraiment un quartier qui a ce côté très éphémère, très street art. On va y retrouver voilà, toutes les galeries d'art de Miami sont quasiment maintenant postées là-bas. Alors en fait, Wynwood, rapidement, c'est juste un quartier qui à la base était un quartier très industriel, avec plein de blocs de béton les uns après les autres, où on associait des pièces de voiture, on travaillait le textile, etc. Dans les années 80, le prix des loyers monte, parce que Miami s'étend, donc le downtown Wynwood devient un quartier quasiment central de Miami, et en fait ces entreprises qui avaient ces énormes industries décident de délocaliser et laissent ces gros blocs de béton. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, du coup, la ville de Miami, je vous la fais courte, hein, a invité des street artistes, tout d'abord de la ville, puis des États-Unis, puis du monde entier, à venir laisser libre cours à leur art sur ces différentes pans de murs de la ville. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Il y a toujours de nouveaux artistes qui sont invités à repeindre et re-repeindre par-dessus. C'est vraiment top. On voit jamais la même chose. On retrouve toujours de nouvelles œuvres et on s'y balade. Alors, il faut pas plus de, il faut moi je dirais 2 heures. 2 heures, c'est bien. Prévoir voilà une petite demi-journée de balade pour découvrir ces différentes œuvres. Mais c'est vraiment super sympa. Voilà, les restaurants, les bars, etc. Tout est mis un peu, tout le monde s'est mis au diapason dans ce quartier-là. C'est vraiment, vraiment très, très chouette à retenir pour vos clients. Troisième quartier que je vais vous présenter rapidement, c'est le Little Havana. Little Havana, donc le quartier cubain, hein, si on veut se refaire un petit peu l'historique. Donc dans les années 60, on a M. Castro qui arrive au pouvoir à Cuba, ce qui va déplaire à une forte diaspora en fait cubaine, qui vont fuir Cuba et qui vont arriver en fait à Miami avec tout leur savoir-faire. Donc quand je parle de savoir-faire, on va parler par exemple des cigares. Vous avez des fabriques de cigares typiques de comme on pouvait le faire à Cuba qui sont présentes à Little Havana. C'est un quartier très cubain. J'en ai voilà quelques images, hein, les anciens qui jouent au domino dans la rue, les fabriques de cigares, les bars à salsa. C'est vraiment très très gentrifié comme quartier. Et voilà, quand par exemple vos clients ils peuvent faire une matinée à Downtown, où là où on est sur une architecture très moderne, où on est voilà dans les États-Unis un peu du costume cravate, et puis après faire par exemple l'après-midi autour des petites maisons colorées de Little Havana avec voilà toute cette ambiance cubaine, c'est de la musique, etc. Ça fait vraiment une dualité qui est super intéressante. Dernier quartier que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque je n'ai pas le temps malheureusement de tous vous les présenter, ça va être le quartier de Coral Gables. Alors Coral Gables, pourquoi moi c'est un quartier qui me tient particulièrement à cœur et je pense que c'est l'un des plus sous-cotés de la ville. Alors il est un peu loin, hein, si vous voyez sur la carte, c'est la partie verte ici. C'est le quartier qui garde tous les vestiges coloniaux de Miami. Alors Miami, comme je vous ai dit, 1926, ouragan qui ravage toute la ville. Sauf voilà, cette partie-là qui était un peu plus enclavée, qui était un peu plus loin vraiment qui est un peu plus loin de Miami. Alors
Coral Gables, c'est à une demi-heure de l'aéroport, c'est à 45 minutes de South Beach. Enfin, c'est par le pont sud. Sinon, il faut compter quand même peut-être un peu plus autour des 50 minutes pour s'y rendre. Donc voilà, il faut prévoir quand même sa demi-journée pour aller visiter. Mais par contre, après, on va y retrouver donc, bon, tout d'abord un hôtel iconique de Miami dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est celui-ci. C'est le Biltmore Hotel, qui est dans un style andalou, un peu néo-renaissance, comme on pouvait en retrouver au début du 19e, quand en Europe, on a eu un peu ce regain de vitalité et d'envie de faire du style Renaissance. Alors celui-là, il est totalement dedans, il date de 1901 ou 1911, si je ne dis pas de bêtises. Qui est absolument fantastique, hein. Si vous voulez, si vous avez des clients, par exemple, qui veulent partir et pas être à Miami Beach, qui veulent être au calme, vous les mettez à Coral Gables dans cet hôtel, ça marche aussi très bien. Mais vous allez surtout retrouver voilà, ces petites maisons de style colonial un peu partout disséminées. Coral Gables, c'est un peu le Beverly Hills de Miami, hein. On va pas se mentir, c'est assez embourgeoisé, c'est assez sympa d'aller s'y balader, d'être au calme, de profiter. C'est vraiment les maisons typiques de Miami. Les Everglades, puisque en fait la représentation que moi j'ai pour du coup la ville de Miami s'étend sur les Everglades qui sont à côté. Donc voilà, on fait jamais Miami sans les Everglades. T'es d'accord avec moi? On fait jamais Miami sans les Everglades. Et puis voilà, donc les Everglades, hein, c'est vraiment le parc national naturel qu'il faut faire à côté de Miami. Donc je pense qu'une vidéo sera plus parlante que mes propres mots. Mais voilà, quand on vient se perdre à la fois dans la... Non, je vais le laisser parler. Mais je crois qu'en partageant, tu n'as pas mis le son. Donc, on a juste, Ah, oui, mince. on a juste la vidéo, pas le son. C'est une bonne question, ça. En fait, quand tu partages, il y a un petit onglet partager le son Mm. qui ne se met pas automatiquement et que tu dois cocher quand tu le fais. Bon. Est-ce qu'on peut. Bon, on va le faire comme ça pour ce coup-ci. Et puis, de toute façon, je vous enverrai la Voilà. présentation. Donc, vous l'aurez avec le son. Désolé. Pas de souci. Bon, on a les sous-titres, donc ça va. Ouais, ça se fait très bien à pied. Ça se fait très bien à vélo. Il y a plusieurs boucles que vous pouvez proposer à vos clients. Voilà, pour la petite vidéo rapide, pour se donner une idée de ce à quoi ressemblent les Everglades. Rapidement, pour revenir sur les Everglades, oui, vous avez plusieurs petites boucles que vous pouvez faire, soit en voiture, soit à vélo, soit à pied. Il y en a une qui s'appelle Shark Bay. C'est une petite boucle, je crois qu'elle fait 24 km. Vous pouvez, elle peut se redécouper et sincèrement, c'est accessible à tous. Ça se fait très bien la journée. Voilà, hein, les Everglades, on est à peu près 1 heure. 40, entre 40 minutes et 1 heure selon la circulation de Miami pour ce qui est de l'entrée nord des Everglades. Et puis vous avez une entrée plus au sud qui est un peu plus loin. Mais bon, voilà, souvent ce qui est décidé, c'est de prendre directement l'entrée nord en arrivant en haut et puis voilà, faire de l'overcraft par exemple, hein, qui est une des activités phares de Miami, aller voir les crocodiles, enfin les alligators, pardon. Tout ça, tout ça. Rapidement, pour terminer sur Miami, voilà, vous aurez ici les grosses informations à retenir dont j'ai pas forcément pu parler, hein, mais capitale mondiale des croisières également, quartier animé, carrefour des cultures, hein, voilà, avec tout ce côté cosmopolite et toutes ces vagues d'immigration qu'on a pu avoir sur Miami. Voilà, bon, les attractions, bref, vous avez tout ici. Comme ça, vous l'aurez dans la présentation. Moi, c'est mon contact, vous l'aurez aussi dans la présentation. Donc, Tom Mayo, voilà ma dernière photo de vacances que vous avez ici. Je suis très très beau. Et vous pouvez donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est madame, ça, en fait. Tu me reconnais pas? Bah écoute, ça veut de la moustache.
Voilà. Si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions, à m'envoyer un mail, hein. Moi, je suis totalement à votre écoute. Et puis pour y répondre, Miami, je commence à très très bien connaître maintenant. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à passer par Gérald, hein. Professionnel de la Floride, ça reste ami Gérald. Voilà, je vais te rendre la main, Gérald. N'hésitez pas sinon à mettre directement vos questions dans le chat. Comme ça, je les récupérerai et puis je vous enverrai des messages privés après pour y répondre si vous avez des questions sur la ville de Miami. Bah écoute, nickel. Merci 10 beaucoup. minutes. Ouais, voilà, on peut. Est-ce que tout le monde voit la présentation que j'ai remise? On est remis sur le Meridian House. Tout le monde voit le Meridian House? Je le vois très bien. Tu le vois très bien. Ok, donc on a bien repartagé. Mais écoute, merci beaucoup Tom pour cette présentation de Miami. Voilà, bon, comme vous l'avez vu, bien souvent Miami n'est pas très bien connu en réalité. Les gens pensent qu'une ou deux nuits, voilà, on a pu se casser sur Miami. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs à découvrir à Miami. Tellement qu'ici, on ne sait pas tout faire sur une présentation, sinon je suis obligé de faire 1 heure complète sur Miami. C'est ça. Mais ce qui nous permettra de pouvoir refaire une autre présentation où tu nous présenteras ce que tu n'as pas eu le temps. Ce qui nous Écoute, permettra de compléter la plaisir. vie. Si on se fait un focus Miami, moi je suis toujours présent. C'est ça, voilà. Eh bien, on continue notre voyage, ok. Notre deuxième étape, on descend dans les Keys, ok, dans les Keys avec la dernière île qui est Key West, ok. Avant de donner la parole à mon ami Marcel qui va nous faire cette présentation-là, il y a un endroit que je voulais vous faire découvrir. J'en ai déjà parlé précédemment. C'est le Theatre of the Sea. Ok, le Theatre of the Sea. Je vais. Voilà. Moi, ça me donne un son. Je vais surtout pouvoir en discuter en même temps. Qu'on voyait ici sur la vidéo, c'est un endroit génial. C'est un endroit que j'aime beaucoup. En fait, vous pouvez nager et interagir avec les dauphins. Alors, il faut savoir que le Theatre of the Sea, par rapport à ce qu'on pourrait connaître ou s'imaginer de ce genre d'endroit, ce n'est pas une usine à touristes. Ok, ce sont des lagons naturels qui ont été créés par un ouragan il y a cela quelques années, dans lequel vous avez eu des animaux qui étaient en pleine mer qui sont venus s'échouer à cause de l'ouragan. Et en fait, une famille, il y avait pas mal d'animaux qui étaient mal en point suite à cet ouragan. Et la famille qui était dans les environs a décidé d'en faire, si vous voulez, un endroit pour les soigner, à tel point que beaucoup d'animaux sont restés là. Et vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir nager avec les dauphins, interagir avec les dauphins. Alors, tout est sur réservation avec de tout petits groupes. Donc, vous n'êtes pas à 37 comme on pourrait le voir ou dans une grosse usine à touristes, dans des faux bassins comme on peut l'avoir à Orlando avec le Discovery Cove. C'est vraiment quelque chose de naturel. Il faut savoir que on ne le voit pas là sur la vidéo, mais pour y avoir été, pour l'avoir fait et pour avoir fait le tour du propriétaire avec les propriétaires, je peux vous dire que il y a un accès direct à la mer pour les animaux. Donc les animaux ne sont pas enfermés dans les lagons, il y a un accès qui se fait directement à la mer. Ok. Il faut savoir qu'après après avoir été soignés, il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de dauphins qui ont préféré rester là, qui avaient peur de retourner à l'état sauvage, ils avaient peur de retourner à la mer. Donc c'est pour ça que vous pouvez toujours interagir avec les animaux et avoir des dauphins ou voire même des otaries ou des lions de mer à cet endroit-là. Mais il faut savoir qu'à tout moment, ils peuvent retourner à l'océan. Il y a un accès qui est prévu pour eux à l'océan et retourner à l'état sauvage. C'est une excursion que j'ai moi-même faite avec ma famille. On était à 4 dans un lagon, donc c'était quasi privé pour nous avec les dauphins. C'était une expérience sensationnelle qui est ici, qui sera comprise dans l'itinéraire que je vous proposerai. Donc, comme ça, vos clients auront la chance de pouvoir découvrir cet endroit-là. C'est vraiment un endroit superbe. Donc voilà, et maintenant je vais donner la parole à mon ami Marcel. Marcel, it's your time. I should mind. Bonjour.
Hi. Je m'appelle Marcel, and that's about it. In terms of French, I'm sorry, I have to talk in English today. So thank you very much for having us or having me. And as Gerald said, I'm the representative for the fabulous Florida Keys and Key West. So I hope you can see this presentation here and follow me along. For me, it's always very important to point out one thing, and that one thing is basically the only thing that you need to remember from my presentation. After that, you can fall asleep and then wake up for Eva's presentation later again. But as long as you will promise me to remember that one thing. And the one thing that you please, please, please need to remember is that Key West is never a day trip from Miami. Unfortunately, there are bus motor coach tour operators that are offering those kind of tours. And if you're looking at Google Maps, you might think that this is just this little trip down south from Miami. But if you're looking closer at the map, then you will find out that it's actually not a really good idea to do this as a day trip. So Miami is a little bit above this map that you can see on the screen here. And from Miami to Key Largo, to our northernmost island here, it's about a 1.5 hour drive. And then from Key Largo all the way down to Key West across those 42 bridges, this beautiful drive along the island chain all the way down to Key West, this is only 180 kilometers, but it's not like German Autobahn, it's more American highways. So there's strict speed limits, and it will take you about 3.5 hours of driving time just to get down from Key Largo to Key West. So if you add that up, the 1.5 hour drive from Miami to Key Largo, and then the other 3.5 hour drive down to Key West, that's about a 4 to 5 hour drive. All the way from Miami all the way down to Key West. So if you're doing it as a day trip, then you need to drive all the way back. So that's another 4 to 5 hours. So that brings you to 8, 9, at worst 10 hours of pure driving time. Then you haven't stopped in between. You didn't take any photos other than through the windshield of your car. You haven't stopped for a sandwich. That's not a really good experience. So if you have clients that want to do this trip down to the Keys, down to Key West, one overnight is really the bare minimum that you always should recommend to your client. If they're going there for the first time, one overnight is really the minimum that you should do. What I always recommend, and what Gerald has included in the itinerary that he was talking about, that is always to include 2 overnights when you have a first time visitor down to the Keys, because then you have one day to do this beautiful drive along the island chain. You can stop along the way, you can put your feet in the water for a moment, you can grab a fish sandwich at a marina along the way, and then you arrive in the afternoon in Key West, calm and relaxed. You check into your hotel, you go over to Mallory Square to watch the sunset in the evening, then you have a good dinner, you have a few cocktails, and what's always very important for me, if you're the driver, then you can really have a good amount of cocktails if you're staying for 2 nights in Key West, because then on the next morning you don't immediately have to drive again. And Key West's nightlife is quite nice, so you might want to take advantage of that. So 2 nights then give you a full day to explore Key West, and Key West is not a huge island, so within a day you can get to see a lot of the sites of the important attractions, and then maybe do a sunset cruise in the evening on your second evening, and then after the second overnight you can drive leisurely back to the mainland, maybe go to the Gulf Coast or back to Miami. So that's what I would always recommend. What you can also think about is maybe add a third overnight in Key Largo or Isla Morada in the Upper Keys, especially if you're going all the way to the Gulf Coast. That's a pretty long drive as well. If you're going to St. Pete or Naples or Fort Myers on the Gulf Coast,
it might make sense to break up that drive with a third overnight. So please remember, never sell Key West as a day trip from Miami. Always include at the very least one overnight. My recommendation is 2 overnights in Key West for the first-time visitor, and then maybe add a third overnight in the Northern Keys, just to make it a little more relaxed. That's what I want to tell you, what my recommendation is, that you hopefully remember at the end of this presentation, and hopefully also tomorrow, and when you're talking to clients about a Florida itinerary. Now, of course, there are also other opportunities to travel to the Keys. One option that I briefly want to mention is, of course, you can from Europe, the big flights, the big flight connections are into Miami, into Orlando. So you can you start your flight drive in those towns or cities, but there are also direct flights into Key West. So just for the back of your head, what you can think about is maybe start your trip in your client's trip in one of those bigger cities, but maybe end your trip in Key West. So within Florida, you don't have a one-way rental car fee. So so you can actually do a one-way rental pretty easily, and then you only have to do this drive all the way down to Key West once, and then you can fly out from Key West with a stopover or with a connecting flight through Orlando, or one of the other options that we have here, just for the back of your head here. Now, of course, I have also brought a few nice images to show you, and I will just go from north to the south along the island chain. The northernmost island, as I already mentioned, is Key Largo, and Key Largo is promotes itself as the dive capital of the world, as the Americans are, not very humble, but it's actually a really cool place to be if you are doing diving, if you want to do diving, because we have the third largest barrier reef in the world that goes all along the island chain of the Keys, what a lot of people don't know. So you have a lot of really cool diving opportunities, or what's also important for me, because my ears don't do the diving that well, so I always go out there snorkeling, because a lot of the reefs, as you can see in the image, are very shallow. So even as a snorkeler, you get to see a lot of those beautiful, colorful corals, of those tropical fish, of the dolphins, of the turtles, the eels, and the rays. So it's a really, really beautiful experience. And for me, it's one of my must-do activities when I'm out there, is to go out on the reef to do a snorkel trip. Those are usually half-day trips, so you can easily include it in your itinerary. And one activity that I really want to recommend. A very popular place is John Pennekamp Coral Reef State Park. That's a state park in Key Largo that is actually the first underwater state park in the US. So to protect this beautiful reef, you can do, as you can see in the image, you can rent kayaks to go out. There are glass bottom boat tours if you don't want to get wet, but you can also do snorkeling and diving trips from there. So it's a really cool spot to stop along the way here in Key Largo. Tom already mentioned Everglades before, because the Everglades are basically more or less between Miami and the Keys along the way. So typically you go into the eastern entrance of the park. That's where Tom had this beautiful image of the airboat rides. That's where you can do those, and the alligator farms. But one thing that I want to point out from Key Largo, you can also do some really unique, way of exploring Everglades National Park, because in Key Largo there are a couple of boat operators, tour operators that take you into the southern end of the Everglades National Park. That's where the ocean meets the swamp water. So it's a very unique ecosystem, and not a place where you can get to by car. So it's very unique. It's very remote. So if you're talking about social distancing, that's a really cool place to go, because there are hardly any people there. So that's a cool thing to remember if you have clients that have been to Everglades Park, that have done the typical tourist stuff. That's great, but they have done it. So that's a cool, unique way of exploring Everglades National Park.
out of Key Largo. We do have a lot of accommodations along the island chain. One thing I want to point out, especially in the northern end of the Keys in Key Largo, Isla Morada, there's not a bad location because we don't have a downtown area in Key Largo or Isla Morada. So it ultimately doesn't really matter where you book your clients. The only decision that you need to make for your clients, do they want to have the sunrise? Then you book them on the Atlantic side, or do they want to face the sunset? Then you put them on the bay side, which is the Florida Bay, the Gulf Coast side, as you can see here in the image. So that's what you always have to decide for your clients, what they want to look at in terms of hotels. But there's not really a bad location because they like 99% of the hotels are right by the water because we're so small island wise, so that you have always water access or water view from your hotel. The next island chain, island district is called Isla Morada, and also Isla Morada has a plug. They market themselves as the sport fishing capital of the world. Not really relevant here in our market, but if you do have clients that want to do fishing, there are plenty of opportunities both on the Atlantic side as well as on the Florida Bay side, and which look a little bit different, smaller boats on the Bay side. A cool thing, a lot of the restaurants here offer a program called Cook Your Own Catch. So if you go out on a fishing trip and actually catch some fish, you can take this fish to the restaurants in those areas, and they will prepare the fish for you. So that's a really cool little memory that you have. Also, as I mentioned, a lot of beachfront accommodations along the island chain. If you want to have some recommendations, of course, Deltour has some really nice properties in their portfolio, but I'm also happy to give you recommendations if you have questions on those. A little place to stop by in Isla Morada, a really cool recommendation that I personally really like is Robbie's Marina. That's this little very rustic marina where you can do boat trips out of, where there's a cool restaurant right by the marina, and they are very famous to feed the tarpons. The tarpons are big fish that are living down in those in the marina basin, and you can buy for like $1.50 to $2. You can buy a little bucket of little fish, and then you can go out on this dock, put the fish above the water, and then the tarpons will jump out of the water and grab the fish. So that's a really cool little roadside attraction that you can visit here. Also, Isla Morada is where you find the Theater of the Seas. That's what Gerald earlier mentioned. As he mentioned, it's a very natural experience, very intimate, not a whole lot of crowds, not big crowds. So a really cool place to do the dolphin swimming programs or one of the other interaction programs. It's a really cool place to stop by. Then the next district in the Keys is called Marathon, and Marathon is very known for the 7 Mile Bridge. That's the longest of the 42 bridges in the Keys, 7 miles long, surprisingly. Very impressive engineering feat. But Marathon is also, for me, known for its family attraction. And Marathon is what I always like to recommend for families if they're traveling with smaller kids. There are a couple of really cool family attractions like the Turtle Hospital, where you can see and visit the injured sea turtles. They do a really good program. Or we have the Dolphin Research Center, which is another very, very good facility to do swimming with dolphin programs. So there are a lot of family-friendly attractions here in Marathon, and they also have a lot of family-friendly resort hotels in Marathon. And with the a location right in the heart of the Keys, it's a really good base camp for if you're traveling with smaller kids. With smaller kids, you can't really take advantage of the nightlife in Key West so much. So you don't need to necessarily pay the somewhat higher accommodation prices of Key West. So Marathon is a little less expensive, and with a location right in the middle, you can use it as a base camp. Take a day trip down to Key West, take a day trip up to the Everglades, spend a day right by the beach or something. So that's a really good recommendation for families traveling to the Keys.
The next area in the Keys is actually my favorite place in the Keys, and this is called the Big Pine Key and the Lower Keys. As you can see on the map, much bigger, much larger in terms of landmass. So you would naturally expect that's where most of the people are living in the Keys, but actually the opposite is true, because the Lower Keys are basically our natural habitat, a lot of protected wildlife areas. This is how it looks there. A lot of times, a lot of mangrove islands. This here left in the image is Captain Andrea. I've been to that exact place there with Captain Andrea. She takes you out on a motorboat, and then you switch to the kayaks. You get to those very remote sandbars. Not a lot of people around you. Way away from the crowds, from the tourist crowds in Key West or so. So it's a really beautiful place where you can get to see a lot of wildlife, where you can really slow down. This is really, like I said, I've been there. That's not Photoshop. That's how it looks there, and it's just absolutely gorgeous and amazing. So this is how typical Sunday picnic looks like in the Keys. So this is what you can experience there as well if you go out in the backcountry of the Lower Keys on such a trip. A little place in the Lower Keys that I like to recommend, and that's actually fairly popular, is called Bahia Honda State Park. So that's another one of our state parks. That's our most beautiful beach in the Keys. As you can see in the image, that's a very small beach. So that what I want to point out is, if you have clients that are looking for a beach vacation, you don't send them to the Keys, because we don't have those big beaches that you will see in Miami, or that you will see later with Eva from St. Beat. That has to do with the barrier reef, because that works as a barrier, so we don't have a lot of waves, so not a lot of big natural sand beaches that are building there, but still really nice for a day or two at the beach, but not for a 3-week beach vacation. Of course, camping opportunities are also there in the Lower Keys, but to be honest, I don't really recommend as a camping destination, because we have very limited camping opportunities, and you typically need to book the nicer campgrounds like a half a year or even more in advance. So I would always recommend going with a rental car and hotels to the Keys. And there we are at our final destination in the Keys, in Key West. And as you can see in the image, that's the only island that's a real city in the Keys. And it's not a huge island. That's 6 kilometers by 2 kilometers. So not a whole lot of island, but that's where you have the most cultural life, the most nightlife. And the most interesting part is in the western part of the island, around Duval Street here in the west. That's our main street, and that's where you typically stay or spend most of your time, is in the western part. But there are also a lot of less expensive hotels on the eastern side, and that's a 5 to 10 minute drive down into downtown, so really easy. Actually, I would always advise against using the car in Key West, because there are other opportunities like the train or trolley tours. And what I always recommend is getting a bike for half a day or a day that you're spending in Key West, because the highest elevation in Key West is roughly 6 meters above sea level. So it's really for all fitness levels that you can do the biking. And besides 4 main roads, the traffic is really good to handle, even if you're traveling with kids and taking a bike out there. It's a really beautiful way to explore the city, explore the little neighborhoods here, and get around. So that's what I definitely want to recommend. Of course, we have really cool, spectacular sunsets. You always meet up at Mallory Square in the evening. You can do the sunset cruises, or either with those beautiful sailboats, or a little bit more rustic with a catamaran. Alcohol is usually included on those sunset cruises, so it's a really good way to get in the mood for the evening, because the nightlife, as I've mentioned, is really cool. We have a lot of good restaurants nowadays in the Keys, a lot of Caribbean food, but also all across the board, really good way to enjoy
enjoy this. There's always a festival going on in Key West. It is a little party town. Why I want to mention it is please book in advance. Key West is a lot of times sold out, especially over the weekend. So I always urge people to book ahead and not just travel down to the Keys and to Key West and try to be lucky, because we have more than a 90% occupancy rate on average around the year. So I always recommend to book ahead. So yeah, keep your mask on, stay safe. That's my advice at the end. We do have a French language online training that you can happily register. I'm happy to share this little more complicated link in the end with you in our feedback or follow-up email. So yeah, thank you very much for paying attention. And now I'm handing over to Gerald again, unless there are any questions. Thank you very much, Marcel. Sure. Great. So, continuons. Nous allons remonter. Je vais vous repartager le diaporama. Voilà. Donc, nous allons repartir. Pas ici. Voilà. Nous allons quitter les Keys. Nous allons remonter le golfe du Mexique. OK. Alors, je vais parcourir en vitesse ici la remontée. OK. Puisque mes deux autres compagnons ont parlé des Everglades. OK. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les Everglades. OK. La seule chose que vous devez savoir sur les Everglades, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux routes. OK. Il y en a une qui reprend l'Interstate, qui est entre guillemets la voie rapide, donc qui n'est pas vraiment intéressante. Et vous avez celle du dessous, donc la première route que vous croisez pour redescendre dans les Keys, la Tamiami Trail, qui est pour moi la plus intéressante, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire tous les stops dans les Keys. OK. Et ce qui veut dire qu'après les Everglades, juste à la sortie, vous avez la ville de Naples. La ville de Naples, là aussi, on est plus dans une ville luxe, très sympa pour un stop, vraiment pour couper le trajet. Parce que comme vous l'a dit Marcel, juste avant la remontée des Keys, c'est 3h30 à 4h, plus ici la découverte des Everglades, donc ça va faire un trajet d'une journée. OK. Donc il nous faut absolument un stop à Naples pour couper la route, sinon les clients ne feront jamais l'aller jusqu'à Simply Clearwater. Juste pour vous donner une idée de Naples, voici une courte petite vidéo et après nous partirons tout de suite sur la chasse au trésor avec Iva. Voilà, comme vous voyez, ça donne vraiment envie. Hein. Vous voyez que depuis le début, on est vraiment dans une partie vraiment nature, donc loin de la folie des parcs d'attractions d'Orlando qu'on connaît. Et on va tout de suite terminer notre périple à Simply Clearwater. OK. Alors, c'est là où il va vraiment falloir être attentif parce que c'est une présentation sous forme de chasse au trésor. OK. Donc, il va bien falloir écouter tout ce que Iva vous présente. OK. Et vous notez au fur et à mesure le code que vous trouvez. Et à la fin de la présentation, vous aurez le code pour ouvrir le coffre au trésor et gagner le prix avec SimPete. Tout de suite, Iva, c'est à toi. It's your time. You can do it. Hi, and sunny regards from me again. Sunny because we are one of the most sunniest places in Florida, actually. Sorry for not speaking French. I try to keep my English very slow and understandable. Yes, we have 361 days average of sunshine in our area on our little island. And yeah, welcome
treasure hunt in our area. We will have a treasure hunt in 4 disciplines: the beaches, the nature, action and adventure, and discover. So that's where the 4 question comes from. And I brought you a lot of insider tips. So everybody who has been or might have heard of the area already might get another insider tip in addition from me today. So hope there's something for everybody here. And maybe you would like to write shortly in the chat if you have been there, or if you heard about it, or if you sold it already. That would be very interesting for me. Thank you. So next slide. I always have to tell Gerard when to turn the slide because he's my slide master today. Yeah, that's me. Actually, my picture is not this interesting. The only interesting thing in the picture is the Gulf to Bay magazine, what we send out free of charge. You can order this in our office, which you can see here on the right-hand side. You will get the presentation afterwards, so you can write down all the information you need, and also our email address, info@visitspc.de, where you can order this magazine, how many you like. Here's the treasure hunt. So that's what you have to do. We are walking around a treasure map to different places, and you just have to listen to me collecting information, of course, not only for the treasure hunt, but also for selling our area. And at the end, as Gerard already mentioned, we will have a 4-digit code, and that you have to type in the chat to win a St. Pete Clearwater beach bag. So here's our first treasure map. We start with the category beaches, and of course with our 2 famous beaches, Clearwater Beach and St. Pete Beach. One is up in the north and the other one in the south, as you can see here. And the interesting thing about Clearwater Beach and St. Pete Beach I put in here, both are awarded at best beaches in the USA. They won a lot of prizes. So we know, of course, that our beach is the most beautiful and gorgeous, but as I said, there had been lots of rewards for these 2 beaches as well. Two very interesting things in Clearwater Beach is the Sunset Festival at Pier 60. You heard a lot about the sunsets from Marcel and Tom already, and we also have wonderful, beautiful sunsets. And the Sunset Festival at Pier 60 is free of charge. You just go there and celebrate the sun going down. It's wonderful. I do that all the time when I'm there, and I try to be there at least one evening. And then we also have the Jolly Trolley. It's also in Clearwater Beach. I put the prices down there so you have an idea what it costs, but most of the time the Jolly Trolley is even free. So if you're staying in a Clearwater Beach hotel, they include the Jolly Trolley, so you can ride along the beach with the Jolly Trolley and not necessarily need to rent a car or go by foot. Next one. We stay with the category beaches, but go all in the south to Fort DeSoto Park. And Fort DeSoto Park also has many awards. One of it is Top Family of the Beach. And it's really kind of an interesting place to go. You can't really book there because it's a natural park, so it's just all pure nature and it's very empty. So if you want to go with your family to a special place where you can experience beaches, riding bikes, doing a picnic, or going to a playground, whatever, then Fort DeSoto Park would be a very nice place to go and spend a whole day there. Then I brought the other way around. Yes. I think we missed the map yet now, but Caladacy Island and Anklet Keys I brought to you because they are called, in our genre, they called Robinson Crusoe Islands, because they are all, they are really wild.
There's no architecture besides a historic lighthouse on one of them, but it's all pure nature, and there's nothing there but nature, animals, birds, whatever you think of when you think of a Robinson Crusoe island. And they are real island only accessible by ferry boats. They go regularly. You can book them. You don't have to reserve in advance. And there you can spend a real wild Florida day like 100, 200 years ago when the first people came to Florida. And it's a really wonderful experience. Like I did the canoe trail as well. And it's very possible that you see dolphin and sometimes also manatees. Next. Oh, here we are. Here's the first question for you. Category beaches. Gerard Yes. put it in French so everybody understands it. Yeah. Donc, vous avez l'application ici par rapport à la première partie qu'on vient de voir avec Iva. Donc, sur quelle plage pouvez-vous célébrer le fameux coucher du soleil du 60 Pier et emprunter le Jolly Trolley? Ok, donc si vous avez la réponse, vous retenez la première lettre de cet endroit qui va nous servir à ouvrir le code. Si vous l'avez, vous l'écrivez et on passe à la deuxième partie. C'est parti. So only the first letter, it would be called the beach, but we only need the first letter of the first word. Next category would be the nature activities. And I invite you to go on our website and have a look at the very nice article, Explore Nature Preserves. It's an article about our 3 main nature preserves. We have a lot of them, but these are the main 3 of them. And I will tell you a little bit about them here now as well. Next. Yeah, here's my map, my treasure map again. We will visit all 3 of them, Broker Creek Preserve all in the north, Weedon Island, and Boyd Hill Nature Preserve. I put them on one slide. Next. To show you, because all of them have something in common. Remember that our small island has more than 8,000 hectares of nature preserves and parks. This small island, it looks like it's all streets and cities and things like that, but it's really a lot of pure nature you can find there. And you just leave the beach a little bit and then you are up in the wild nature. So tell your customers to make like a day trip or a half-day trip and also visit the park, especially as most of them are free of charge. You just go there, drive there, put your car in a parking place, and from there on you can only walk or rent a bicycle, so no cars are allowed there. And then you can explore pure wilderness and doing it by canoe trail or, as I said, walked. And you can also go into a center and learn a lot about the nature preserves and all the wonderful work the nature guides do here to preserve this area. Next. So here we stay with nature and we're coming to the animals. Also, you heard a lot of care animal centers already from Tom and Marcel. We also have 2 main, very important care center for animals, for injured animals or endangered animals. And I show them in the next slide. There we have, maybe the Clearwater Marine Aquarium is the most famous one. Maybe some of you have already heard about the dolphins, Winter and Hope. They still live there because they cannot put out in the wild. That is the main aim of this center, of both of the centers, that they put the injured and cared animal back into the wild. And here are some also insider tips. Look for the combi tickets with boat tours.
They are not very much, not much more expensive than the regular ticket. And there you have a boat tour within. They go out with a boat in the Clearwater Sea area and tell you about the sea life there. And this is really nice happening. And they are also partner of the Tampa Bay City Pass. The Seaside Seabird Sanctuary is totally free of charge. And here you go and inform yourself about the feeding times, because it's great fun when the birds get their food and their fishes, and you can watch that. So look out for the feeding times. And here comes the next question. Donc, deuxième question. Ok, vous vous rappelez, on a parlé de la taille de la réserve et des parcs naturels. Alors, combien de milliers d'hectares de parcs naturels et de réserves trouve-t-on à Simpe Clearwater? Alors, ici, vous retenez le chiffre, vous retenez le premier chiffre, ok? Donc, si par exemple la réponse était 2000 hectares, vous retenez juste le 2 du 2000, ok? Si vous l'avez, vous l'écrivez, vous le gardez bien près de vous. Vous ne le mettez pas maintenant dans le chat comme nous a fait Romy. Ceci dit, Romy, tu es bien parti. Et on passe tout de suite à la troisième partie. C'est parti. As I told you, there are a lot of hectares. So next category is action and adventure. And we have something very special in St. Pete Clearwater. We have a Pinellas Trail. This has been an old railroad line, and instead of tearing it down, they made it even and made it a car-free zone. I tell you in the next slide a little bit more about the Pinellas Trail. It's 65 kilometers long, and I said the very special thing about that, it's car-free. No cars are allowed on this path. It's only for bicycles, joggers, skaters, etc. And you can even rent all the equipment along the trail and give it back on another point, so you don't have to necessarily do the 65 kilometers altogether. You can rent it at A and give it back at, I don't know, 20 kilometers at B, and so on. And yeah, have a look at our website. There's a nice video of the Pinellas Trail, and you get an experience of what to do and how nice the path is. Then we go up to Oldsmar to Empower Adventure. This is next slide. This is very special, and I think I included it in here for the ones who really want to do something empowering, something challenging, something exciting, not only laying on the beach. And yeah, it's really high above. I have to admit I didn't do it yet because I'm a little bit afraid. But yeah, there's high climbing, and it's not, as you can read here, it's not very inexpensive, but it's a guided tour, and you will have a guide for 2 hours with you all the time. And so it's very safe and a great adventure. Next one. Yeah, that was fast. Here's the action and adventure question. And you should remember what I said about the Pinellas Trail. Donc ici, on va au niveau de la question, quelle est la spécificité des 65 km de la Pinellas Trail? C'est, ok, donc il me faut la première partie du mot. Je vous l'ai laissé en anglais parce que la traduction, fatalement, on n'aura pas la même lettre. Donc il me faut le mot en anglais, la première lettre du mot en anglais. Ok, vous la retenez. Si vous l'avez, vous l'écrivez à côté du reste, et on passe à la dernière partie du code. So now we go for discovering, we go down to our main city, St. Petersburg. And as you can see, it's in the Tampa Bay. And we will visit various highlights here. Starting with the first one that just opened last year on July 6th. This is the new pier in St. Petersburg, called The Pier in St. Petersburg, and it's brand new as it just has been opened. Maybe some of you remember there was a pier before. It was an upside down pyramid, and it all went into the water as well, but they had to
tear it down, and now we have a new one called the Pier, and it's really, well, I haven't been there yet. Of course, it was just last year, but I saw a lot of pictures, and it must be wonderful. It must be like an oasis in the middle of the city. You can walk. It's like a jungle there, and a lot of education center and lounge areas, and also a spa beach. So this is something really for the people living in the city or visiting the city to see something totally different than the city life, the Pier. Okay. Yeah, you heard from Tom about the murals in Miami already. We also have more than 600 murals, and it's getting more and more each day. And what I would like to tell you, it's a free of charge open air museum. Actually, you go into the city of St. Petersburg, and the whole city is like an open air museum, because there are lots of buildings with all these murals. You can do wonderful pictures, as you can see here. And we also have a festival. It's called Shine Festival each year in October, celebrating those murals. And yeah, it took place this year or last year because it's open air, and it's not crowded, so people could go there also during the pandemic and and so the Shine Festival is one of many wonderful festivals. Next. Okay. Yeah, we have numerous museums in St. Petersburg. One of the most famous is the Dali, of course. I have some insider tips here for you as well. Look out for special programs and exhibitions. There are always special things to discover, also for them who know the Dali already. And there is a reduced entrance on Thursday and Friday evening. So it might be worthwhile to look for special reduced tickets. It's open for 3 hours until 20 o'clock. So you can save half of the money from the normal entrance here. Same is with the James Museum. This is a new museum opened 2019. And this is about the Western and wildlife art. So this is brand new and maybe something you haven't heard about yet in St. Petersburg. And it's very personal collection of the two guys you can see here. Next. Okay, fourth. Bien. Voici What donc just à la... opened? Yeah. So, ici nous voilà au dernier code, ok, la dernière question. Comme je vais de vous le mettre dans le chat, avant de m'écrire le code complet, attendez mon top, et à mon top, les 3 plus rapides gagneront le Beach Back Simply Clearwater, ok. Donc la dernière question, quel site a été ouvert au mois de juillet de l'année dernière à St. Pete? Là, vous avez le nom, ok. La première lettre, il me faut. Vous gardez cette première lettre, ok. Je suppose que vous avez les 4, ok. Donc, dans les 4, il y a 3 lettres et un chiffre. Vous êtes prêts? À mon top, je prends les 3 premières bonnes réponses. 3, 2, 1, top. C'est parti. Écrivez la bonne réponse. Ah. Okay, I see a lot of. J'ai les 3. Alors, j'ai les 3 premières. A lot of good answers here. Voilà. Morgane, raté pour la dernière. C'était bien parti, mais la dernière, non. Ce n'était pas la bonne. OK. Donc, non, le chiffre, Stéphane, non plus. Alors, on va reprendre pour vous donner les infos. OK. Je vais reprendre. Voilà. Donc, la première réponse. OK. Sur quelle plage pouvez-vous célébrer le fameux coucher de soleil du Pier 60 emprunté le Jolly Trolley? Il fallait bien entendu garder
Voilà, Clearwater Beach. Donc, c'était la première lettre de Clearwater, donc le C. OK. Yep. Le deuxième, nous étions au nombre d'hectares. Il y en avait 8000. Donc, il fallait garder le chiffre 8. Ensuite, nous avions la spécificité de la Pinellas Trail, c'est que c'est sans voiture, donc c'est car free. La première lettre était donc un C à garder. Et la dernière, nous avons le site qui a été ouvert au mois de juillet de l'année dernière à St. Pete. Comme l'a un petit peu, entre guillemets, insisté Iva, c'était le pier, le fameux ponton. Donc, c'était la lettre P qu'il fallait répondre. Donc, le code correct était C8CP. C'est donc, dans l'ordre, Julie Amben qui est la première, suivie de Catherine. Et la troisième est partie, Marine Wilquin. Bravo à toutes les trois. Vous avez donc gagné un beach bag rempli de goodies, comme vous le voyez ici sur la slide, qui vous sera envoyé directement chez vous. Mon amie Eva reprendra contact avec vous ici prochainement pour prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer le goodie bag. Okay, now I have to do packing these bags again. Yeah. Yeah. But thank you very much for joining in and for doing the treasure hunt with me. I hope you collect a lot of treasures in our area and you will come back yourself or send a lot of customers to us. And thank you. Thank you very much, Eva, for this treasure hunt. It has been a real pleasure, really fun. J'espère que vous avez tous adoré cette chasse au trésor. J'ai trouvé ça très sympa. C'était très sympa aussi. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette première de l'année. J'espère qu'on se retrouvera très vite. Un autre est en préparation pour le mois de février. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On est là tous pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Je vous dis courage pour la suite. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas. Je voudrais prendre aussi le temps de remercier nos 3 partenaires, Miami, St. Pete et Key West, d'avoir été avec nous. Et pour les autres, je vous dis merci. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye, Aaron. Bye bye.